Investir dans l'humain, c'est entreprendre l'avenir. On dirait un sujet du bac, et pourtant, c'est bel et bien le thème choisi pour cette édition 2026 du colloque du Fonds de dotation Merci, un jalon annuel devenu le rendez-vous de toute une communauté d'acteurs mosellans, chacun soucieux de faire de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail un investissement rentable dans tous les sens du terme. Car aujourd'hui, et vous le savez, il ne s'agit plus seulement d'éviter les accidents ou de limiter les risques, mais bien de comprendre en quoi les conditions du travail, la qualité du travail lui-même, l'organisation, le management sont devenus des déterminants économiques majeurs, à la fois pour les entreprises, mais aussi les territoires. Pour nourrir cette réflexion, nous aurons le privilège cette année encore de recevoir toute une série de têtes bien faites et bien pleines, à commencer par celle de Benoît Serre, que je vous présente tout de suite. Benoît Serre, il est associé, il est également directeur RH au sein du Boston Consulting Group, où il accompagne les dirigeants sur les transformations humaines et organisationnelles. Il co-préside le Cercle Humania, qui est un groupe de réflexion dédié aux enjeux de santé et de performance au travail. Il préside également le comité d'orientation stratégique d'Excelia Group, qui est une école de management située à La Rochelle. Il est régulièrement, vous vous en doutez, sollicité pour son expertise sur le capital humain, la santé mentale au travail et la qualité du travail. Et vous allez le voir, il défend une approche où l'investissement dans les personnes n'est pas une option morale, non, c'est un impératif stratégique de compétitivité et de résilience des organisations. Il a la main pour 30 minutes et c'est un réel plaisir de lui céder la parole. Mesdames, Messieurs, Monsieur Benoît Serre, s'il vous plaît. Bonjour Benoît. Oula, bonjour à tous. Il y a des lampes ici. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis ravi d'être là ce matin. Je vais essayer de vous partager un certain nombre de convictions qui sont plus liées à l'observation du monde du travail que je pratique depuis très longtemps. Puisque effectivement je suis aujourd'hui au Boston Consulting Group, mais auparavant j'étais DRH de L'Oréal pour la France, j'étais DRH de la Massif, et d'ailleurs j'ai fait une assemblée générale de la Massif ici, il y a quelques années, et j'étais DRH de Leroy Merlin en France et en Russie, et puis j'essaye de partager des convictions, après les gens font ce qu'ils veulent. Le sujet du jour, il s'agit désormais de comprendre qu'on va investir dans la rareté. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport de l'Institut national d'études démographiques qui est sorti hier et qui fait beaucoup de bruit, puisqu'il semblerait qu'enfin le monde politique se saisisse du sujet qui va probablement le plus structurer les questions du travail dans l'entreprise dans les 30 prochaines années, c'est-à-dire notre démographie absolument catastrophique. Je ne sais pas si vous avez en tête deux chiffres qui sont très frappants pour l'année 2025, puisque c'est les statistiques de 2026 portant sur cette année-là, qui sont sorties. Le premier, c'est que si notre pays a gagné 0,25% de population en 2025, il ne le doit exclusivement qu'à l'immigration pour la première fois de son histoire. Et on sait, puisque le rapport de l'INED le montre, qu'à partir de 2037, la population générale va baisser à immigration constante, évidemment, et que de l'autre côté, à partir de 2034, la population active va baisser. Donc ça, c'est un premier chiffre qui est assez frappant parce qu'il va structurer un certain nombre de choses et il va avoir un impact direct sur les entreprises et sur la manière dont elles gèrent ce qui constitue, de mon point de vue, son capital le plus essentiel, c'est-à-dire le capital humain. Le deuxième chiffre, c'est 1,6, c'est-à-dire le taux de renouvellement des générations. Pour vous donner une idée, vous savez que le taux de renouvellement des générations, c'est 2,2. 1,6, c'est le chiffre que nous avons eu en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ça veut dire que nous sommes dans une situation qui est tout à fait inédite, puisque la France est un pays qui, historiquement, a toujours eu une démographie assez favorable, et beaucoup plus favorable que les autres pays d'Europe, depuis 3 siècles. Aujourd'hui, cette période est finie. Pourquoi je commence par ça ? Parce que, au-delà des éléments dont je vais vous parler maintenant,
cette donnée démographique devient, de mon point de vue, l'élément le plus déterminant dans ce qui va structurer les politiques ressources humaines dans l'entreprise dans les 30 ans qui viennent. Parce que l'avantage immense de la démographie, c'est que c'est une science exacte. Autrement dit, celui ou celle qui n'est pas né en 2030 n'aura pas 20 ans en 2050, on en est certain. Par conséquent, les entreprises vont devoir gérer, et notamment dans notre pays, quelque chose qu'elles ne connaissent pas, c'est-à-dire la rareté de la ressource humaine. Et cette rareté, elle a 3 dimensions. La rareté du nombre, la rareté de la compétence et la rareté de l'engagement. Non pas que les gens ne soient pas engagés, mais en revanche, nous avons un monde économique, un monde de l'entreprise qui s'est construit, à tort ou à raison, peu importe, dans les 40 dernières années de chômage de masse. Et vous avez évoqué, Monsieur le Président, la législation du travail, depuis 30 ans, elle est totalement focalisée sur la gestion du chômage de masse. J'ai noté une chose qui est intéressante. Vous savez que depuis quelques années, il existe dans toutes les villes ce qu'on appelle les maisons France Service. Vous connaissez ça. Et j'ai regardé quelles étaient les compétences de ces maisons France Service en matière de travail. Figurez-vous qu'il y en a 2, et vous allez sourire ou pas, je ne sais pas. La première, c'est s'inscrire à France Travail. La deuxième, c'est préparer sa retraite. On est vraiment dans un espèce d'univers où, après tout, le sujet, c'est la gestion du chômage de masse. Qu'est-ce qui s'est passé dans les entreprises avec ce développement du chômage de masse et le fait qu'on a eu une société? La première chose, ça a été, et ça a correspondu d'ailleurs dans les années 80-90, à la mise en place d'un certain nombre de dispositifs législatifs ou réglementaires qui visaient à protéger la société du chômage de masse, donc à rendre extrêmement difficile le fait d'adapter le volume d'effectifs, le fait de licencier ou recruter, de mettre en place tout un tas de dispositifs qui visaient à faire en sorte que les gens gardent le plus possible leur emploi malgré les conditions économiques développées. Ça peut s'entendre. La deuxième caractéristique, c'est que les entreprises, dans ce monde relativement contraint, vous avez évoqué d'ailleurs la contrainte des législations, ont développé des dispositifs de surhiérarchisation. C'est vrai dans les grandes entreprises, c'est vrai dans les moyennes entreprises. Autrement dit, vous avez des chefs et des sous-chefs à tous les étages. Et ça impacte, et ça impacte encore aujourd'hui, directement le lien que les gens ont avec leur travail. Pourquoi ? Parce que quand vous découpez une tâche en autant d'étages qu'il y a au-dessus, celui qui est tout en bas, il ne sait plus très bien ce qu'il fait finalement. Parce qu'on ne lui a donné qu'un petit bout de l'activité et il a du mal à se repérer. Vous avez évoqué tout à l'heure la notion de qualité du travail. Moi, j'ai plutôt l'habitude de parler de la qualité du travail plutôt que du sens au travail. Non pas que je conteste l'importance du sens au travail, mais je trouve qu'avec le temps, on y a mis un certain nombre de notions qui correspondaient à peu près à toutes celles que l'on ne comprenait pas. Donc on dit que ça doit être du sens au travail. La qualité du travail, c'est quelque chose d'assez fondamental qui repose sur 3 critères. Le premier critère, c'est s'assurer que les personnes savent ce qu'elles font. Autrement dit, si vous interrogez les gens, elles comprennent ce qu'elles font. La deuxième chose, c'est la capacité des personnes à identifier où est-ce qu'elles se trouvent dans la chaîne de valeur de l'entreprise. En résumé, est-ce que si elles font leur activité, est-ce qu'elles savent quel impact ça a sur l'amont et quel impact ça a sur l'aval? Posez-vous la question, je ne suis pas certain que ce soit le cas de tout le monde. Et puis le troisième critère de qualité du travail, c'est que l'individu est absolument convaincu et peut vivre que l'entreprise assume sa responsabilité de toujours lui assurer le bon niveau de compétence pour assurer ou garantir les 2 éléments précédents. Ça, c'est ce qu'on appelle la qualité du travail. Or, c'est sans doute quelque chose qui s'est perdu, ou partiellement, d'ailleurs plus souvent dans les grandes entreprises que dans les PME, puisqu'on a connu, et on connaît toujours, une période, d'une part, d'hyper-hiérarchisation, je l'ai évoqué, mais également d'hyper-processisation et d'hyper-contrôle. Posez-vous la question, pour ceux qui seront directement concernés, du nombre d'emplois créés dans les services d'audit, de contrôle interne, de contrôle X ou Y, qui, je ne conteste pas leur utilité, mais ça a créé
un espèce d'environnement très particulier, puisqu'on a par moments le sentiment que, forcée par les pouvoirs publics, forcée quelquefois par elle-même, l'entreprise s'est installée dans une espèce d'ère du soupçon. C'est-à-dire qu'elle est partie du principe qu'il fallait mobiliser des modèles de contrôle comme si les gens étaient a priori incapables de bien faire leur travail. Quand vous interrogez les managers de proximité, ils vous disent que ce qu'ils ne supportent plus, c'est plutôt tout le temps qu'ils passent à faire du reporting, du contrôle, de la vérification dans tous les sens, et que ça leur prend un temps considérable par rapport au temps qu'ils voudraient consacrer au management. D'ailleurs, puisque c'est un sujet qu'on ne peut pas passer sous silence, le déploiement de l'IA, on ne va pas en faire des heures, mais n'empêche qu'il y a un chiffre qui est intéressant au déploiement de l'IA, c'est une étude qui est sortie l'année dernière, ou en février dernier, de Gallup, qui montrait que l'IA pouvait prendre en charge 26% du temps des managers. Ça veut dire que, pour les missions de contrôle, etc., ça signifie que les entreprises vont être, si c'est vrai, et c'est probablement vrai, vont être très vite confrontées à un choix très important. Qu'est-ce que je fais de ces 26%? Est-ce que ces 26%, je réduis le nombre de managers de 26%? C'est une option. Est-ce que j'augmente les responsabilités de manager de 26%? Ou est-ce que je prends en compte le fait que mes managers récupèrent 26% de temps de management, c'est-à-dire de manager les gens? Or ça, dans les sujets qui sont les enjeux du Fonds Merci sur la santé au travail, on sait que c'est un élément fondamental. Le management de proximité a un impact direct sur la santé, la motivation, l'engagement des personnes au travail. Deuxième élément de changement, sur cette période de chômage de masse, beaucoup d'entreprises ont développé des stratégies, souvent efficaces d'ailleurs, pour garantir la meilleure attractivité possible des meilleurs talents possibles. Dans une période de grand hiver démographique, comme l'appelle Pierre-Antoine Delhomme, qui est chroniqueur au Point en particulier, je crois, les entreprises vont devoir développer des capacités de fidélisation, puisque de toute façon, il n'y aura plus personne de l'autre côté. Autrement dit, on a vécu une période où vous aviez à peu près 10 candidats pour un poste. Est-ce qu'on s'achemine vers une période où vous aurez 10 postes pour un candidat? Donc la question de la fidélisation va devenir fondamentale pour les organisations. Or, cette question de la fidélisation, on sait, l'étude Les jeunes et le travail, qui a été publiée par l'Institut Montel l'année dernière, auquel j'ai eu la chance de participer, démontrait très bien que la première cause de fidélisation d'un salarié, quel qu'il soit, c'est la capacité qu'il a à se projeter un parcours professionnel dans l'organisation qu'il emploie. Or, quand vous êtes en chômage de masse, la particularité, c'est que même si les gens ne voient pas ce parcours professionnel, ils restent dans l'entreprise puisqu'ils n'ont pas de solution alternative. On dit, pour changer d'emploi, pour partir, il faut aller quelque part. Dans la période de démographie qui va s'ouvrir, on va avoir une phase très nouvelle, puisque les gens sauront très bien où aller. D'ailleurs, vous l'avez sans doute peut-être vécu dans les années 23-24, jusqu'à la dissolution, où vous avez eu un regain économique du pays, et immédiatement, ça a été la panique, parce que les entreprises ne trouvaient pas de gens à recruter. Et ça s'est caractérisé par deux choses. La première, c'est que tous les métiers à forte pénibilité, je prends l'exemple de l'hôtellerie-restauration, ont immédiatement perdu leur nombre de candidats, c'est-à-dire qu'ils avaient des problèmes de fonctionnement, et ça veut dire qu'on a déjà, malgré le chiffre du chômage qui est à 8%, on a déjà une situation de pénurie qui est en train de s'installer. Cette pénurie, elle est donc liée au nombre. Elle est liée aussi à la compétence, évidemment, puisque jamais on a observé autant de transformation des métiers. Sous l'effet de l'IA, bien évidemment, sous l'effet des organisations de l'autre, et sous l'effet d'une sorte de mondialisation des compétences qui s'est installée, de même que s'était installée la mondialisation de l'industrie ou la mondialisation de l'économie. Et cette mondialisation des compétences, c'est qu'elle crée une concurrence. Lorsque j'étais, par exemple, DRH de L'Oréal, j'avais expliqué au directeur général du groupe que pendant longtemps, les concurrents au recrutement de L'Oréal s'appelaient LVMH, Chanel ou Hermès. Aujourd'hui, ils s'appellent Apple, Google ou je sais pas quoi, ou un autre GAFA, Amazon. Et qu'évidemment, on ne joue pas dans la même cour. On ne joue pas dans la même cour dans les modèles de rémunération, on ne joue pas dans la même cour dans les modèles de management, on ne joue pas dans la même cour dans les modèles d'organisation. Non pas que la cour soit plus belle ou moins belle, mais ce n'est pas le même jeu. D'une certaine manière, lorsque vous êtes en concurrent direct frontalement avec LVMH chez L'Oréal ou avec Castorama chez Leroy Merlin, où j'étais aussi,
globalement, le système est à peu près comparable. Par conséquent, on arrive à peu près à piquer l'un, piquer l'autre. D'ailleurs, on avait fait une statistique assez amusante qui montrait que sur 10 ans, il y avait autant de gens qui étaient passés de L'Oréal à LVMH que de LVMH à L'Oréal. Donc c'est comme ça. Je ne sais plus combien c'était le chiffre, mais c'était assez marrant de voir que c'était quasiment le même chiffre à un ou deux près. Mais évidemment, quand vous changez d'interlocuteur, ce n'est pas la même chose. Donc l'IA va changer pas mal de choses sur ce sujet-là, et la guerre des compétences va faire rage. Et je laisserai à Jérémy, à mon ami Jérémy, juste après vous parler des enjeux d'éducation et de formation, qui évidemment sont à la source de la solution des sujets que je suis en train d'évoquer. Donc le deuxième élément, transformation des compétences. Troisième élément, toujours sous l'effet de l'IA, mais pas uniquement, la transformation des organisations. Sur l'IA, je vais vous faire un petit résumé très rapide qui fait que je pense, mais ça n'engage que moi, que l'on a pris le sujet à l'envers, d'entrée de jeu. Vous vous souvenez, il y a 4 ans, parce que moi, l'IA, ça fait 30 ans que l'IA est dans les entreprises. La seule différence, c'est que quand ChatGPT est arrivé, l'IA s'est brutalement démocratisée. Donc tout le monde s'est mis à en parler, mais je peux vous dire qu'on en parlait déjà à l'avant, sauf que c'était un sujet d'entreprise. Et on a pris le sujet à l'envers, puisqu'il y a un rapport qui est sorti il y a 4-5 ans, qui expliquait que l'IA allait faire gagner 30% de productivité. Donc dans la seconde, tout le monde s'est jeté sur le truc en disant il suffit que je colle de l'IA dans mon entreprise et je gagne 30% de productivité. Ça ne s'est absolument pas passé. Vous avez quasiment aucune entreprise qui a constaté des améliorations durables de la productivité par l'IA. On commence à voir quelques exemples, mais cette espèce d'obsession de gagner de la productivité, c'est jamais passé. Aujourd'hui, vous interrogez même les plus grandes, elles vous disent « j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ce domaine, sauf que je n'ai pas gagné beaucoup de productivité ». Donc on a commencé par la productivité. 2 ans plus tard, parce que tout ça est très rapide, et c'est une caractéristique de cette transformation-là, c'est qu'elle est hyper rapide. Il y a 5 ans ou 6 ans, si j'étais venu ici, je ne vous en aurais pas parlé, en fait. C'est qu'on s'est dit, en fait, ça a un impact sur les organisations. Ce qui est vrai. Ça a un impact sur l'organisation, parce que vous avez des gens qui travaillent ensemble, qui ne travaillent pas ensemble. Je donne un autre exemple que j'ai vécu. On avait réussi, avec l'IA, à démontrer que les gens de la comptabilité, de la trésorerie, de l'administration du personnel, de la paye, finalement, avaient des outils communs et pouvaient travailler ensemble. Donc on avait créé un centre de services partagés qui mettait tous ces gens-là ensemble, alors que pendant des années, c'était 2 mondes qui ne se croisaient quasiment jamais. Donc on a commencé à s'intéresser à l'organisation du travail. C'était déjà plus intéressant que la productivité. Et aujourd'hui, est en train de surgir, je pense, la dernière phase, qui est celle du management de tout ça. Parce que l'IA vient beaucoup partager les modèles de management. Vous savez que la France est un pays qui a une manie, c'est-à-dire qu'elle nomme manager le meilleur dans son métier. Et quelquefois, ça permet juste à l'entreprise de gagner un mauvais manager en perdant un bon professionnel. Donc la question du management de l'IA vient perturber beaucoup, parce que comme on a nommé des gens très calés dans leur métier sur l'IA, très calés dans leur métier, quand l'IA apparaît, ils ont l'impression d'être contestés. Moi, je l'ai vécu, ça, quand j'étais DRH de Leroy Merlin, avec la digitalisation et le développement des applis, où on avait des clients qui débarquaient, ils avaient tout préparé sur l'appli. Et vous aviez des vendeurs ou des responsables de secteur qui le vivaient très mal, parce qu'ils disaient, mais en fait, du coup, quel est mon apport ? Puisque eux étaient des experts. Or, les gens arrivaient avec leur plan déjà fait, leur truc, tout était déjà prêt. Donc, ça crée. Donc, le sujet du management de l'IA va devenir un sujet assez important, parce que ça perturbe pas mal le jeu. D'autant plus que, dès lors que vous prenez le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire j'assure le modèle de management, j'assure le nouveau modèle d'organisation lié à l'IA, j'aurai de la productivité à la fin de l'histoire. Donc on a fait le chemin à l'envers, c'est comme ça, maintenant on est en train de le reprendre. Si vous regardez un peu la littérature qu'il y a sur le sujet, on se rend assez vite compte que ça y est, le chemin devient plus raisonnable. D'ailleurs, les déclarations des uns et des autres, on voit que tout le monde est en train d'avancer à la bonne vitesse. Ça, c'est un troisième élément qui vient effectivement perturber assez considérablement le marché du travail. Et puis, il y en a 2 autres qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Vous savez que pour la 3e année consécutive, le nombre d'arrêts maladie courts liés à des causes mentales ou psychiques est supérieur au nombre d'arrêts maladie liés à des causes physiques. C'est la 3e année consécutive. Et ça, pour le coup, il faut reconnaître que entreprises, DRH, chefs d'entreprise, qui vous voulez, sont assez démunis face à cette situation. On le voit notamment chez les jeunes, et la caractéristique, c'est notamment des arrêts courts, perlés. Et au début de ce constat, comme vous avez peut-être entendu des gens qui vous expliquaient que les jeunes étaient plus engagés, qu'ils voulaient plus ceci, qu'ils voulaient plus cela, ce qui s'est avéré totalement faux. D'ailleurs, l'étude Montaigne que j'évoquais tout à l'heure montrait que la raison pour laquelle, au bout de 3 ans d'emploi, après les études, les gens sont déçus, en fait.
ils sont déçus par l'entreprise. Ils imaginaient une entreprise, autrement dit, ils ne sont pas ils sont pas contre le travail, seulement ils sont déçus par ce qu'ils observent. Et ça pose la question d'un modèle de management, d'un modèle d'organisation qui a été fondé sur une société du travail qui n'existera bientôt plus, du fait de la démographie notamment, et du fait de la transformation des métiers de l'autre. Ça veut dire que pour les entreprises, la question du travail, du bien-être, de tous ces éléments-là, doivent être intégrés comme un élément de transformation stratégique, parce que sinon, de toute façon, et je vous rappelais la période 23-24 où on avait une petite accélération économique, vous savez qu'aux États-Unis à l'époque, on parlait de la grande démission. C'est-à-dire que les Américains, ils ont payé 70 millions de gens, ils n'ont pas retrouvé. Nous, on n'a jamais connu ce phénomène-là. Par contre, on a connu un phénomène qu'on a pu appeler la grande mobilité. C'est-à-dire que je pense que pour un chef d'entreprise, ça vaut pour un DRH ou n'importe qui, il faut quand même se poser une question. Pourquoi est-ce que dès que le marché du travail va mieux, la première réaction de la plupart des salariés, c'est essayer de s'en aller là où ils sont? C'est quand même curieux comme réaction. On pourrait imaginer qu'ils voudraient rester dans une entreprise qui va mieux. Ben non, vous avez beaucoup de départs, beaucoup de mobilité. Et lorsque vous faites des enquêtes, vous découvrez que, notamment pour les moins de 35 ans, vous avez près de 70% des gens qui vous disent « Moi, à horizon 2 ans, je veux changer d'entreprise ». Ça pose des questions. Du coup, l'enjeu de fidélisation va devenir très fort, parce que tant que vous avez des gens qui changent d'entreprise avec un chômage de masse et une démographie plutôt favorable, ça ne pose pas de problème puisque vous trouvez des candidats. En revanche, lorsque vous êtes en situation de démographie pénurique ou de métier pénurique, alors à ce moment-là, ça pose un problème parce que vous ne remplacez pas les gens. Et or, on a un marché du travail qui est très polarisé. Autrement dit, tout se passe bien de 25 à 50. Avant 25, c'est la galère. Après 50, si vous perdez votre emploi, c'est compliqué. Alors ça, c'est un peu décalé avec la réforme des retraites à 55, mais quand même. Ça, c'est un problème très spécifique. Je ne sais pas si vous avez en tête l'âge auquel on a un emploi stable, autrement dit un CDI. Dans les années 80, cet âge-là, c'était 23 ans. Aujourd'hui, c'est 29 ans. Ça veut dire que ça vous décale tout. Ça vous décale l'installation, parce que vous savez que la France est un pays où tout est fondé sur le CDI. Essayez d'aller louer un logement, d'aller faire un emprunt immobilier, par quoi sans CDI, vous n'y arrivez pas. Puisqu'on vous demande vos 3 bulletins de salaire. Puis on vous demande un autre truc aussi qui, moi, comme DRH, m'a toujours fait rire, c'est ce fameux papier qu'on signe comme quoi on s'engage à ne pas virer les gens dans la semaine. Je n'ai jamais compris l'intérêt de ce truc, puisque c'est absolument pas obligatoire. Alors on signe un papier, je m'engage, le banquier est content, tout va bien. Mais n'empêche que cet âge très tardif auquel on est stabilisé, ça a un impact direct sur la société, ça a un impact direct sur le rapport au travail, parce que ça veut dire que alors que les études en moyenne se terminent à 24 ans, en moyenne générale, ça veut dire que les gens ont 5 ans avant d'être stabilisés. Comment voulez-vous construire une relation positive avec l'entreprise lorsque vous mettez 5 ans à y être intégré pleinement, à être stabilisé? C'est très compliqué. Donc ça aussi, ça pose beaucoup de questions. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que certaines entreprises se sont lancés dans la suppression de la période d'essai. Ils recrutent les gens en supprimant la période d'essai, en considérant que c'est important d'envoyer un message aux gens, comme quoi on ne les met pas, parce que le période d'essai est quelquefois vécu comme, pareil, une politique du soupçon. Même si, à titre personnel, je pense que la période d'essai est plus utile à celui qui est embauché qu'à l'entreprise qui embauche. Mais ça, c'est une autre question. Mais souvent, vous avez des entreprises qui commencent à chercher des moyens. De même, lorsque cette fameuse période 23-24, qu'il faut regarder en référence, elle est intéressante parce qu'elle vous montre la tension du marché du travail telle qu'on va la connaître dans les années qui viennent. Vous aviez des métiers qui devenaient pénuriques, alors même que les dispositifs de formation qui préparaient à ces métiers étaient parfaitement valables et nombreux. Par exemple, on avait un mal fou à trouver des contrôleurs de gestion, alors qu'il y a des dizaines d'écoles qui préparent des contrôleurs de gestion. On avait un mal fou à trouver des responsables ressources humaines, alors que vous avez des dizaines d'écoles qui préparent à ça. Ça, c'est la caractéristique des phases pénuriques d'emploi. C'est-à-dire que même des métiers dont le dispositif de formation est très efficace, initial ou professionnel, n'arrivent pas à recruter. Et puis, évidemment, quand vous repartez en chômage de masse, ça recommence, ce qui est en train d'arriver. Vous avez enfin, que je suis le timer, je rassure Nathalie tout de suite, vous avez enfin un autre élément qui est non neutre, c'est, au-delà de la question de la santé mentale, c'est la volonté des gens, des individus, et pas que des jeunes, de voir les modèles de management, d'organisation du travail, etc., se modifier.
On a en France, et en Europe en général, mais beaucoup en France, un modèle d'organisation du travail qui est finalement très stable depuis le milieu du 19e siècle. Vous savez que c'est au 19e siècle que les bureaux sont apparus. Avant, ça n'existait pas vraiment. Et on est resté un peu dans un modèle métro-boulot-dodo, d'où d'ailleurs le débat politique totalement déconnecté entre savoir s'il faut faire 35, 39, 32, 28. On s'est rendu compte, à cause de la crise Covid, parce que je n'ai jamais considéré que la crise Covid avait créé quoi que ce soit, elle a surtout cristallisé un certain nombre de choses qui existaient déjà. La crise Covid, vous vous souvenez évidemment de cette phase, elle a révélé par exemple que les gens étaient très attachés au management par la confiance, la belle affaire. C'est comme si c'était nouveau. Le bouquin « La société de défiance » de Yann Algan, il est sorti dans les années 2000. Tout le monde le savait. Seulement la crise Covid, elle est venue cristalliser un certain nombre de choses. Elle est venue aussi, vous vous souvenez tous du confinement, et le jour après que le président de la République ait décrété le confinement, beaucoup d'entreprises se sont retournées vers leur DRH d'ailleurs, certains découvrant à cette occasion qu'ils en avaient un, et pour leur dire maintenant on fait quoi ? Maintenant on fait quoi ? On ne sait pas bien, puis le télétravail, le fameux télétravail s'est organisé, même si à l'époque on entendait beaucoup de gens dire que le télétravail c'est l'avenir. Ne perdons pas de vue qu'au plus fort de la crise Covid, vous n'avez que 41% des salariés qui étaient en télétravail parce que les autres ne pouvaient pas de fait de leur métier. Donc attention à ne pas penser que le télétravail, c'est la panacée, non, ça ne concerne qu'une partie de la population. Aujourd'hui, on est à peu près à 30%, ce qui est déjà un progrès énorme en France, puisque avant la crise Covid, vous aviez à peu près 3% de télétravailleurs en France, alors que dans les pays du Nord de l'Europe ou alors en Angleterre, vous en aviez un taux bien plus élevé. Donc on n'était pas habitué à ça. Mais surtout, cette histoire de télétravail, elle a montré aux gens qu'il y avait donc des organisations alternatives par rapport au modèle habituel qu'ils connaissaient. Or, quand vous regardez, puis que je pense aussi, c'est que ce n'est pas le télétravail qui intéresse les gens, en soi. D'ailleurs, on avait dit que ça passionnait les jeunes. Les premiers qui sont revenus, c'est les jeunes. Parce qu'ils sont mal logés, parce qu'il y a des petits... parce que ceux qui sont restés, c'est les cadres avec des résidences secondaires. Donc c'est quand même minoritaire dans le pays. Mais surtout, il a révélé aux gens qu'il y avait des modèles d'organisation du travail alternatifs et que le télétravail n'était pas leur objet. Leur objet, c'est la liberté d'organisation dans mon travail. C'est la flexibilité des choses. Ça, c'est le plus important. Et on sait aussi que parmi les causes de santé mentale, il y a le sentiment de la contrainte. C'est-à-dire que les gens n'ont rien contre ou rien pour, ils disent simplement « vous m'enfermez dans une espèce de logique » et qui a été un peu trop rapidement résumée de mon point de vue par les équilibres de vie privée et vie professionnelle. Ce n'est pas tellement ça. D'ailleurs, vous avez un test intéressant. Dans une entreprise, à un moment, ils ont constaté que personne ne prenait les jours de télétravail qui avaient été accordés par l'entreprise. Du coup, assez logiquement, ils se sont dit, puisque personne ne le prend, je vais supprimer le télétravail. Et ils ont eu une réaction très dure de leurs collaborateurs. Du coup, ils se sont interrogés, mais c'est bizarre, vous ne l'utilisez pas, et en même temps, quand on veut le supprimer, vous ne voulez pas qu'on le supprime. Et la réponse a été, non, ce n'est pas la question. Il ne faut pas le supprimer parce qu'on souhaite avoir la possibilité d'y recourir quand on en a besoin. Ça, c'était la réponse à des enjeux d'organisation plus souples dans l'organisation du travail. C'est pour ça que je pense que les débats qui commencent à agiter un peu les 275 000 candidats à la présidentielle, sur le 32, 28, 35, c'est un débat dépassé. La question de l'organisation du travail, elle est très différente. D'ailleurs, sur la question du télétravail, certaines grandes entreprises qui étaient allées très loin ont renoncé, mais d'autres ont été plus malines que les autres. C'est le cas de Bouygues, par exemple. Ils ont décidé dans un certain nombre de services, pas partout évidemment, parce que vous avez certains métiers chez Bouygues qui ne se portent pas très bien au télétravail quand même, ils ont décidé d'accorder un nombre de jours de travail par an, un peu comme des RTT si vous voulez, et les gens les gèrent comme ils veulent. Pourquoi pas ? En attendant, cette affaire d'organisation du travail, elle est à mon avis assez fondamentale, et ce n'est pas les tables de ping-pong ou les petits déjeuners du vendredi qui vont changer les choses. Je me rappelle avoir écrit un papier en 2020 ou 2021, je ne sais plus, où j'expliquais après la raison d'être, la raison de venir. C'est vrai qu'on a été confronté assez vite à des gens qui disaient « attendez, si ma journée, ça va être me coller sur un Teams, je vais le faire de chez moi ». Mais on perd beaucoup de choses avec ça. Et c'est en cela, d'ailleurs, que la question de l'investissement dans l'humain demeure centrale, parce qu'on s'est bien rendu compte quand même, aujourd'hui, avec certitude, que quand les gens ne sont pas là, ça marche quand même moins bien. Autrement dit, j'ai la conviction que l'individu, l'être humain, le fait que les gens se voient, le fait que les gens travaillent ensemble, c'est un élément absolument fondamental d'existence de l'entreprise. Et à l'heure de l'IA, c'est pas trop mal de rappeler que ce sont quand même les gens qui composent l'entreprise, qui en font la culture et l'utilité. Moi, j'ai la conviction profonde, pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer, mais c'est un constat, c'est que ce sont celles et ceux qui
composent l'entreprise, qui la font exister bien plus que les produits qu'elle vend. Et on le voit puisque quelquefois, vous avez des dégradations subites de modèles de management, un mauvais dirigeant, et l'entreprise va tout de suite perdre de la valeur, alors même que ses produits n'ont pas changé. Donc j'ai la conviction profonde que la dimension humaine est évidemment un investissement stratégique, au-delà des éléments de rareté que j'ai évoqués, au-delà des éléments de compétences que j'ai évoqués, au-delà de la transformation des métiers que j'ai évoqués aussi. C'est un enjeu stratégique parce que vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens d'entre nous, il y a très longtemps, il y a un chef d'entreprise qui était le patron d'Alcatel, qui s'appelait Serge Tchuruk, qui avait parlé d'entreprise sans mur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Évidemment, ça avait été un tollé général. Son raisonnement, c'était de dire, en fait, il faut mettre tous les centres de production en Chine, et puis nous, on ne fait gérer que ça. Il faut reconnaître d'ailleurs que le monde politique a plutôt suivi sa théorie en développant en France une économie de services, ce qui a développé une désindustrialisation majeure. Après, là, ils sont en train d'essayer de réindustrialiser, mais vu qu'il n'y a personne à mettre dans les entreprises, c'est un petit peu difficile. Vous savez que 35% des ouvriers de l'industrie partent à la retraite dans les 5 prochaines années. Or, on a un véritable problème de transmission des savoirs aujourd'hui. D'abord, on n'a pas de candidat de l'autre côté, et ensuite, on a un problème de transmission des savoirs. Je ne voudrais pas qu'on arrive à une espèce de société, poussée par l'IA notamment, mais pas que, qui considère qu'après avoir imaginé des entreprises sans murs, on envisage des entreprises sans gens. Autrement dit, qu'on a des entreprises tout à fait... Et d'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup de cas d'entreprises qui partaient à 100% en télétravail à l'époque. Vous savez, il y a des entreprises américaines qui avaient décidé d'être en télétravail. Ils avaient fait un truc, en France, c'est pas possible. Ils avaient dit, on est en télétravail, donc si vous êtes embauché, si vous avez été embauché à Los Angeles, vous avez un certain niveau de salaire, mais si vous voulez faire du télétravail au fin fond du Montana, on va baisser votre salaire. Donc ça ne marche pas en France. Mais néanmoins, ils ont quand même essayé ça. Donc le dernier élément de cela, c'est que la dimension humaine de l'entreprise, c'est quand même ce qui fait son existence. Et c'est pour cela que les questions de santé mentale, les questions de culture d'entreprise sont phénoménales. Je vais vous donner un dernier exemple. Vous avez peut-être observé que beaucoup d'entreprises sont en train de recourir massivement à ce qu'on appelle le partage de la valeur, c'est-à-dire la capacité à partager les bénéfices obtenus de l'entreprise. Il y a eu un accord il y a 2-3 ans avec les partenaires sociaux pour l'ouvrir aux PME. Vous avez beaucoup d'entreprises qui n'avaient jamais recouru à l'actionnariat salarié qui ont décidé d'y recourir. Autrement dit, la question de la reconnaissance n'est pas une question de reconnaissance financière, elle est aussi financière. La question de la reconnaissance de l'individu de l'entreprise, c'est la reconnaissance du fait qu'il est une part du succès de cette entreprise. Or, sous l'effet du chômage de masse, on a oublié cette évidence. Je pense que les entreprises ont un intérêt à anticiper cette évolution du travail, parce que sinon, ce seront les gens qui leur imposeront ce nouveau modèle, et ils le feront sans organisation, et par conséquent, je crains qu'il y ait une petite difficulté d'adaptation. Donc l'enjeu des chefs d'entreprise qui sont ici, et l'enjeu de tout le monde, c'est comprendre que le monde du travail que nous avons connu depuis 40 ans n'existera plus dans les 30 prochaines années. Il est ni mieux, ni plus mal. Il est juste différent. Espérons une seule chose, et je finis par là, que notre personnel politique comprenne qu'on ne peut pas conserver une organisation législative et réglementaire du travail qui est fondée sur un monde qui n'existe plus. Je vous remercie.